Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous accueillons Christopher Lucken. Christopher est maître de conférences émérite à Paris 8, spécialisé en histoire, en littérature médiévale française. Et il vient donc nous parler de Richard de Fournival, et plus particulièrement de sa bibliothèque. Bonne conférence, merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier Dogy, pour cette invitation et aux archives de Picardie pour me donner la possibilité de vous parler d'un Amiénois, donc Richard de Fournival, personnage auquel j'ai consacré de nombreuses années, avec une thèse qui a débouché sur un livre il y a maintenant à peine plus d'un an, au moment où j'arrivais à la retraite, puisque il faut finir quand même en bonne et due forme, intitulé Les portes de la mémoire, Richard de Fournival, le désir de savoir et l'arrière-ban d'amour. Et puis j'avais auparavant publié avec une collègue, Joël Ducot, un ouvrage de contribution plus centré sur les sciences, Richard de Fournival, et les sciences au XIIIe siècle. Xavier Dogy me disait que les Amiénois ne connaissent de Richard de Fournival que la rue. Je ne sais pas si c'est le cas, si vous en connaissez davantage que cette rue. Peut-être que certains étudiants, mais je ne sais pas s'il y en a ici, qui ont préparé l'agrégation, ont été amenés à étudier le Bestiaire d'amour, puisqu'il était au concours il y a maintenant un an. À l'époque médiévale, il y a eu une rue, Richard de Fournival, qui a été nommée à partir de la maison dont il était le propriétaire, et qui a changé de nom au XVe siècle et qui s'appelle désormais la rue Blanquetac, dans le quartier de Saint-Leu. Et maintenant, il y a une autre rue, Richard de Fournival, je ne sais pas laquelle est la plus grande et la plus belle, entre Blanquetac et la Richard de Fournival actuelle. Je vais donc vous parler de ce personnage dont vous avez les dates ici au tableau, et je vous en ferai une sorte de portrait en me disant, donnant comme fil conducteur sa bibliothèque. C'est un personnage tout à fait singulier, tout à fait extraordinaire. C'est une sorte d'homme de savoir emblématique de la Renaissance, alors même que nous sommes au XIIIe siècle, certes après la Renaissance du XIIe, un moment qui est aussi celui de la naissance des universités. C'est un personnage qui a à la fois une œuvre littéraire en langue française, j'ai mentionné le Bestiaire d'amour, il y a une œuvre lyrique, il y a sa bibliothèque d'œuvres en latin, et il y a un certain nombre de traités également dont je parlerai en français ou en latin, ainsi que son parcours d'homme de savoir et de chancelier de la cathédrale d'Amiens, puisqu'il a été chancelier de la cathédrale d'Amiens pendant une vingtaine d'années, de 1240 à sa mort. Je vais commencer donc par le catalogue de sa bibliothèque, la Biblionomia. Je vais vous lire le début, en traduction française, et je commenterai, et j'y reviendrai aussi par la suite. Au nom du Créateur incréé, infini et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu un et tout-puissant, auprès de qui seul se trouve l'essence de la justice et de la miséricorde. La cité des Amènes, appelée autrefois Somodobria, est désormais Amiens, se trouve éloignée de l'Occident par 40 degrés et 30 minutes de longitude, de sorte que son méridien est à la distance de 3 heures égalisées, équalisées, et de 18 minutes du méridien de la cité d'Arine, située au milieu du monde, c'est-à-dire placée sous l'équateur du jour, à une distance égale de l'Orient et de l'Occident, qui s'étend en direction du pôle septentrional de ce lieu que nous habitons. Pour ce qui en est d'autre part de la latitude, cette cité d'Amiens est éloignée de ce même équateur du jour de 40 degrés et 36 minutes, de sorte que le jour y est plus long de 16 heures pleines et de 18 minutes. Parmi les fils de cette ville, un homme expert en mathématiques, exercitatus in mathematicis, dit le texte latin, c'est-à-dire en fait en astrologie, par le don de Dieu, mais non sans labeur, put découvrir que le signe ascendant de sa naissance était semblable à l'ascendant de la première fondation de cette cité. Il désirait donc, avec d'autant plus de vigueur, voir le prestige de sa ville s'élever à la hauteur de son modèle, que sa configuration céleste lui était similaire.
il eut donc l'intention d'y planter un petit jardin dans lequel les élèves de sa cité trouveraient des fruits de plusieurs sortes, grâce auxquels, après les avoir goûtés, ils éprouveraient le plus grand désir d'être introduits dans la chambre secrète de la philosophie. Voilà le début de cette biblionomia, ce catalogue de sa bibliothèque que je vais ici donc commenter. Commenter un peu le début, je ne vais pas commenter tout de façon détaillée. Vous avez une invocation à Dieu, je passe. Vous avez ensuite deux façons d'inscrire Amiens, d'une part dans le temps, avec les villes qui précèdent, en tout cas la ville qui précède, appelée ici Somonobria, mais ça correspond à Samamarobriva, bien sûr, c'est une sorte de déformation, qui donc est la cité des Amènes, des Ambiani. Et puis vous avez son nouveau nom, Amiens, et cette perspective historique, ce contexte historique est accompagné d'une coordonnée géographique. Il s'agit aussi de la placer au fond sur terre et même sous le ciel, avec l'axe de longitude et l'axe de la latitude. Je ne vais pas commenter ici les degrés, etc., qui sont proposés. Ils ne correspondent pas à ce que nous avons aujourd'hui, puisque Greenwich n'existe pas, en tout cas, mais c'est une autre ville qui s'appelle Arin, qui sert de ville de référence, essentiellement due à la tradition arabe. Arin étant une ville aujourd'hui dans l'Orient, même si on nous dit que c'est au milieu du monde, c'est une ville qui servait de point de référence dans les traités astronomiques arabes. Donc, Amiens s'inscrit dans l'histoire, s'inscrit dans la géographie, dans l'espace, et puis ensuite on en vient au fils de cette ville, c'est-à-dire Richard de Fournival, qui se décrit ici, enfin qui se nomme ici à la deuxième personne, et dont il dit qu'il est un homme expert en mathématiques, en mathématiques et en astrologie. Alors, je ne vais pas non plus commenter ici le sens de ce terme, mais on verra l'importance qu'a cette discipline pour Richard de Fournival, et cette discipline va lui permettre donc de découvrir, par le don de Dieu, Dieu est toujours là pour garantir des opérations qui parfois peuvent paraître un tout petit peu problématiques, mais on l'invoque pour se prémunir d'une certaine façon. Et grâce à sa connaissance donc de l'astrologie, il put découvrir que le signe ascendant de sa naissance était semblable à l'ascendant de la première fondation de cette cité. On ne sait pas ce qu'il en est de la date de fondation de la cité d'Amiens ou de la première cité d'Amiens. Ici, et on n'a aucune trace d'une carte du ciel qui aurait été réalisée pour la ville d'Amiens. C'est une pratique qui existe, on l'a pour Rome, Cicéron en parle, et d'autres villes dans la tradition arabe aussi avaient inscrit au fond la naissance de la ville dans le temps, disons, stellaire. On n'a pas donc d'informations pour Amiens, mais en revanche, on en a une pour Richard de Fournival. On a donc cette entreprise qui a été mentionnée tout à l'heure. Cette entreprise, nous la connaissons grâce à un autre ouvrage qui nous est parvenu, Sa Nativitas, toujours en latin. Je vous ai donné ici simplement la carte du ciel, qui en est le résultat, où il précise quel est donc son moment de naissance. Après 1200 ans du Seigneur, 9 mois à partir de janvier et 9 jours, 15 heures et 26 minutes en jour moyen, soit 15 heures 56 minutes et 32 secondes en heure égale, et 15 heures et environ 30 minutes en heure inégale, je ne rentrerai pas dans les détails astronomiques, au méridien d'Amiens, dont la longitude est de 40 degrés 30 minutes à l'ouest, et dont la latitude est de 49 degrés 36 minutes, ça correspond à ce que nous avions avant, a eu lieu la naissance de ce serviteur du Dieu glorieux, grâce à Dieu, avec son aide, toujours on se prémunit, la carte du ciel et des planètes était celle-ci. Et on a donc une
carte du ciel, vous voyez, avec une précision extraordinaire, ce sera la seconde même à laquelle il est né. Hein, il est né sous l'ascendant de la Vierge, hein, que vous avez ici sur la gauche, Virginis 23.6. Donc il est né sous l'ascendant de la Vierge, et il va, à partir de là, nous proposer un certain nombre de commentaires sur son identité astrale. Alors, vous direz, bon, aujourd'hui tout le monde connaît sa seconde de naissance, sa minute de naissance, ou son heure de naissance, tout le monde connaît son signe astrologique, mais vous, en général aujourd'hui c'est le soleil, non pas l'ascendant. Et l'ascendant a en fait un rôle dans l'histoire de l'astrologie beaucoup plus important, c'est ce qui se lève au moment de la naissance. C'est le point du ciel qui se situe à l'horizon au moment de la naissance, le terme ascendant. Le soleil, chez Richard de Fournival, est juste un peu en bas. Il est dans le signe de la balance, qui est en dessous. Vous avez l'avant-dernier, si vous voyez dans le petit triangle à gauche, vous avez Libré, puis juste en dessous, vous avez le soleil. Puis ensuite, il y a Mercure aussi, et Mars qui se trouve ici. Mais bon, je ne vais pas ici commenter. Un petit mot quand même sur cette autobiographie astrologique. Comment pouvait-on savoir à cette époque à quelle minute, ou quelle heure, ou même quel jour on était né? Probablement, Richard de Fournival avait au moins la connaissance de son jour de naissance, mémoire familiale en général, mémoire du saint, sous le jour duquel il est né, probablement conservé par son père, Roger de Fournival, qui lui-même était astrologue et médecin de l'empereur, du roi Philippe Auguste. Quelqu'un qui a probablement pu conserver la mémoire de sa date de naissance, au moins, jour de naissance, un mercredi, vous l'avez deviné, donc le 10 octobre 1201, donc 1200 ans après, 9 mois, 9 jours, 15 heures, etc. Et on additionne, et on a une manière évidemment de formuler les dates qui sont un peu particulières. Et donc il est né le 10 octobre 1201. Le matin, à je sais plus, 4 heures du matin, quelque chose comme ça, à quelques minutes près. Donc probablement une mémoire familiale pour le jour, peut-être, mais c'est probablement pas le cas ici, mais c'est le cas parfois, il y avait un astrologue, c'était le cas pour les rois, qui au moment de la naissance pouvait observer, grâce, parce que les montres n'existent pas, les secondes, tout ça, bon, pouvait observer le ciel et fixer la carte du ciel au moment de la naissance grâce à des instruments astronomiques. Probablement ce n'était pas le cas de Richard de Fournival, il va en effet procéder autrement pour connaître sa carte du ciel. Je ne rentre pas dans les détails, il s'appuie sur une méthode qui avait été mise en place par Ptolémée dans son traité d'astrologie, le Quadripartitum. C'est une méthode qui se veut objective, scientifique, fondée sur l'observation du système céleste, mais qui a évidemment aussi une part, disons, d'invention ou de choix ou de décision personnelle. Il va en tout cas, après toute une série de calculs, la nativité c'est essentiellement des calculs qui impliquent une très bonne connaissance et de l'astronomie et des mathématiques. Ce sont des calculs qui vont lui permettre, au fond, en tâtonnant, de retenir 3 possibilités, 3 moments dans la journée où il est né, et il va confronter disons, les destins qui sont attachés à cette naissance avec sa biographie. La mort de son père, la mort de sa mère, une maladie, une blessure qu'il a subie, et au fond ça correspond, dit-il, la date qu'il va choisir, plutôt la seconde qu'il va choisir, puisque l'ascendant tourne toutes les 2 heures. Vous savez que ça tourne très vite, donc on peut pas, il ne s'agit pas de dire un jour, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus précis pour avoir une carte du ciel qui soit efficace et qui puisse témoigner de son identité véritable.
Donc il choisit, après, comme ça, en confrontation avec sa biographie, il choisit donc d'être né à ce moment particulier sous le signe de la Vierge, l'ascendant se trouvant au 23e degré, virgule 6. Ce qu'il en retire, c'est ce qui l'intéresse en fait. Je ne rentre à nouveau pas dans les détails, mais il va se donner en quelque sorte une... Parce que l'astrologie, au fond, à quoi ça sert? Je vous ai mentionné son père, Roger de Fournival. Il a une mère, Elisabeth de Lapierre. Il s'inscrit dans un contexte social. Richard de Fournival, c'est déjà un nom de famille. Fournival est un lieu-dit, un hameau qui est au sud d'Amiens. Vous connaissez peut-être où se trouve le village de Fournival aujourd'hui. Donc sa famille vient de Fournival, mais lui n'est pas né à Fournival, il est né à Amiens. Il y a le contexte social, etc. Mais au fond, l'astrologie permet et on le voit bien dans cette définition ici, vous permet de vous donner une sorte de naissance, d'origine individuelle. Vous ne naissez pas de vos parents, vous ne naissez pas de la société, vous ne naissez pas, au fond, vous naissez d'un point dans le ciel et sur terre, en dehors, en quelque sorte, d'autres formes de déterminisme. Ce qu'il va retenir, c'est Mercure. Et au fond, il est né sous le signe de Mercure. Alors, à nouveau, je ne vais pas m'étendre sur le personnage de Mercure, mais il y a un lien avec la bibliothèque. Mercure, c'est le dieu du langage, de la communication, du savoir, des marchands, des voleurs aussi, avec la dualité de ce personnage et la dualité aussi qu'on peut associer au langage. Le langage dit la vérité et dit le mensonge, et Mercure a aussi cette ambivalence. Et je vous ai donné deux citations ici, un tiré toujours du Quadripartitum de Ptolémée, à propos de Mercure lorsqu'il est seigneur de la profession. Pas tout à fait sûr que ce soit exactement le cas pour Richard de Fournival, mais qu'importe. On nous dit qu'il fait difficile à traduire, les baratatores, c'est les bavards, c'est ceux qui vous entourloupent lorsqu'ils parlent. Les computatores, ceux qui savent calculer, faire un compute, les mathématiciens, les doctores, c'est au sens plutôt de ceux qui savent, pas les médecins, les marchands, les banquiers, les savants et les prêtres, les astrologues et ceux qui sont versés dans la lecture et l'interprétation des livres. Hermès, Mercure, Hermès, l'interprétation. Et puis un autre traité, cette fois-ci d'origine arabe, le De Nativitatibus, traité que Richard de Fournival avait dans sa bibliothèque, qui nous dit que Mercure donne aux natifs donc l'éloquence, la sagesse, le charme, la beauté, la maîtrise de l'écriture, la science, les qualités, la compétence pour inventer et composer des écrits. Au fond, voilà sous quel signe il naît. Voilà d'une certaine façon sa paternité revendiquée par le biais de l'astrologie. Au fond, quel est son portrait? La nativité, c'est une manière, au fond, de s'inventer une identité. Je dis inventer parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été amené, bien sûr, à travers des éléments, des calculs, des éléments scientifiques. Il a été amené à choisir, quand même, le moment de sa naissance en fonction de ce qu'il pensait être. Donc c'est à la fois une entreprise savante, il faut savoir calculer, il faut connaître la place des étoiles, etc., mais c'est aussi une fiction. Et c'est cette espèce de combinaison entre une fiction et les mathématiques. D'habitude, nous écrivons des fictions avec le langage, aujourd'hui avec le cinéma aussi, et les images. On a également la possibilité d'écrire des fictions avec les chiffres. L'astrologie serait une sorte de fiction avec les chiffres. Donc il est né en 1201 d'un père et d'une mère qui s'appellent donc Roger de Fournival et Elisabeth de Lapierre. Il va devenir, je vous l'ai dit, chancelier de la cathédrale d'Amiens en 1240. Entre deux, je vais rapidement mentionner les principales étapes de son parcours.
Donc il est né à Amiens, il a vraisemblablement suivi ses premières études, et très vraisemblablement, il est allé ensuite poursuivre ses études à Paris. À partir de 1215, Paris devient, puisque c'est 1215 qu'on retient pour dater la fondation de l'Université de Paris, hein, donc il arrive au moment de la naissance de l'Université de Paris. On commence l'université plus tôt qu'aujourd'hui, ça correspond grosso modo au lycée et à la licence, grosso modo. La première partie de la formation universitaire qu'on passe pour tous les étudiants à la faculté des arts. Et la faculté des arts va être un peu la faculté emblématique de Richard de Fournival, avec une autre faculté, mais probablement qu'il n'a pas suivi les études dans cette autre faculté, c'est la faculté de médecine. Il y avait 4 facultés à Paris, il y avait la faculté des arts, qui est la faculté propédeutique. Ensuite, il y avait 2 voies possibles, ou 3 voies possibles. Une première voie, c'était la voie pour faire de l'argent, c'est-à-dire faculté du droit ou faculté de médecine, si vous voulez au fond, ou bien lorsque vous voulez faire autre chose que de l'argent, mais vous voulez continuer les études, vous avez la faculté de théologie. Donc c'est soit la médecine, soit le droit, soit la théologie. Je pense que, on n'a aucune information précise sur la suite du parcours de Richard de Fournival. À mon avis, il n'a suivi aucune de ces 3 voies après la faculté des arts. Il est probable qu'il ait exercé en revanche la médecine ou la chirurgie à partir de son père, dont il a pu être l'assistant, et on a des témoignages du fait qu'il a été chirurgien. Donc, il a été chirurgien, c'est un peu différent, le médecin et chirurgien à cette époque. Hein. Le médecin est plus un théoricien, et quand on étudie la médecine à l'université, on étudie essentiellement les livres de médecine, et la pratique est plutôt confiée, hein, dès qu'on touche encore, aux chirurgiens. Donc Richard Fournival a touché les corps, a utilisé le scalpel, a fait saigner le sang, hein, ce qui est une pratique qui pouvait aussi poser problème. Donc il a une activité de chirurgien, probablement de médecin. L'a-t-il exercé à Rome? C'est possible. En tout cas, on l'y retrouve, où il va être chapelain à la cour papale, chapelain d'un cardinal anglais. Et cette présence, ce passage à Rome est évidemment important dans une carrière. Aujourd'hui, nous irions peut-être dans une grande ville universitaire, aux États-Unis, je ne sais. En tout cas, lui, il passe à Rome. Et c'est avec l'appui du pape qu'il va obtenir le poste de chancelier de la cathédrale d'Amiens en 1240, où son frère se trouvait également, Arnoul de la Pierre, qui était alors évêque. Donc on a une famille qui n'est pas une famille de bourgeois, de notables amiénois, mais plutôt de clercs, hein, liés au monde du savoir et au monde ecclésiastique. Je vous ai mis ici son obit, c'est-à-dire, et vous avez 2 documents qui se trouvent ici aux archives, aux archives de Picardie, l'obituaire de la cathédrale d'Amiens sur la droite et l'obituaire de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, où vraisemblablement elle a aussi dû avoir un certain nombre de liens, ou peut-être parce qu'il y a pratiqué en tant que chirurgien, peut-être même médecin, c'est difficile de savoir, mais bon, le chirurgien est aussi un médecin, en tout cas au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui intervient concrètement auprès de gens qui sont malades, et cet obit nous indique donc que obitus viri literati magistri Ricardi di Fornivalet, que cet obit, alors l'obit, oui, je ne l'ai pas mentionné, vous savez, l'obit c'est ce qu'on, c'est l'inscription dans ce registre à la date de la mort. Il est donc mort un 1er mars. Et chaque année ensuite, on va commémorer sa mémoire en suivant ce qui, à la date du 1er mars, les différents morts, et on commémore la mémoire en fonction de l'argent qui a été donné par le décédé ou sa famille
afin qu'on célèbre un certain nombre de messes. Ici, on indique qu'on a versé 100 sous et que ça lui permet d'avoir des prières ou une messe lors des vigiles, des matines et pour une messe, donc chaque année. Et on nous indique d'où cet argent a été tiré. Et ce que je voudrais retenir surtout ici, c'est le qualificatif qu'on attribue ici à Richard de Fournival, donc non seulement chancelier d'Amiens, mais vir literati. C'est un homme lettré. Ce qu'on retient de ce personnage, c'est qu'il était pourvu de lettres. Chancelier d'Amiens, c'est aussi celui qui est responsable des archives. Vraisemblablement, cet obituaire qui a été confectionné à la fin des années 50, où son nom a été ajouté après coup, a été confectionné sous son autorité. Celui de l'hôtel de Damien est postérieur, si je ne me trompe pas. Parmi les autres caractéristiques du chancelier, c'est bien sûr le sceau. C'est vraiment l'instrument qui sert à authentifier un acte qui est ici. Et là, je vous ai donné deux sceaux, celui du chapitre de la cathédrale d'Amiens et celui de son frère, Arnoul de la Pierre, donc, qui fut évêque d'Amiens de 1236 à 1247. Le chapitre, Richard de Fournival était chanoine, était chancelier, mais était aussi chanoine. Je ne sais pas dans quelle mesure vous savez ce qu'est un chanoine, etc. Le chapitre, c'est la communauté au fond des chanoines, et les chanoines avec le chapitre, il y a un doyen, ensemble depuis à différentes fonctions, ça gère tout ce qui relève d'une institution ecclésiastique, en l'occurrence ici, la cathédrale. Bon, si vous avez des questions, soit vous pouvez lever la main, et m'interrompre, soit on pourra y revenir. Parce que je regarde aussi l'heure pour ne pas aller, voilà. Je vois qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Avant, je suis resté un peu silencieux, ça avançait pas du tout. Mais là, ça avance très vite. Je ne vais pas commenter, évidemment, ce qu'il en est de la cathédrale. Vous savez que son édification commence en 1220. Et donc, Richard de Fournival est chancelier au cours de l'édification de la cathédrale. Son frère est évêque au cours de l'édification de la cathédrale. Il participe, bien entendu, à cette entreprise. Je vous ai mis ici simplement, vous avez reconnu, le portail occidental côté nord, avec l'avis de Saint-Firmin. Avec en bas, dans le registre inférieur, l'invention de ces reliques par Saint Sauve, et puis en dessus, la translation des reliques jusqu'à Amiens. Pourquoi j'ai retenu ce détail, si on peut dire, de la cathédrale d'Amiens? Il y en aurait eu d'autres. C'est parce que l'endroit où a été enterré, ou aurait été enterré Saint-Firmin, c'est le cimetière d'Abladane. Abladane, peut-être un nom qui traîne encore dans... voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est une rue aussi. Il suffit d'un cimetière. Il y a un roman aussi qui s'appelle le roman d'Abladane. Puisqu'avant d'être un cimetière, enfin, d'après ce roman, ce fut une ville. J'ai mis le texte ici en ancien français. Ce n'est pas un texte de Richard de Fournival, mais il y joue un rôle. Et c'est pour ça que je l'ai retenu, et que c'est un texte tout à fait intéressant sur l'histoire un peu mythique de la ville d'Amiens. Or, écoutez, je vous lis en ancien français, je me suis dit que vous comprendriez quand même. Or, écoutez, je ne prononce pas à l'ancien français, je francise, je modernise. Or, écoutez, que dit Bonclerc, maître Richard de Fournival, chancelier de l'église Notre-Dame d'Amiens, et les autres maîtres qui à ce temps étaient, eux ils virent et lurent un livre qui fut ars brûlé au dernier feu de Notre-Dame d'Amiens. Et fut le feu à Notre-Dame d'Amiens en l'an de grâce 1258, la veille de Saint-Firmin le Confesseur, après l'août. La date où on fêtait, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, Saint-Firmin le Confesseur, c'était le 1er septembre. Je ne sais plus si c'est le cas maintenant. Moi, je vis dans le passé, donc je... Voilà. Donc, il y a eu un feu
Et en effet, il est attesté par d'autres documents, y compris par l'archéologie, on a trouvé des traces. Il y a eu un feu à cette date, dans la nuit du 31 août. Et un de leurs disciples, qui bien entendait le latin, qui comprenait bien le latin, que par lui, que par ses maîtres, que ce soit par ses propres qualités et l'enseignement de ses maîtres, qui souvent, donc les maîtres, qui souvent le lisaient et recordaient ensemble, et s'en rappelaient ensemble, mit le latin en roman, sans nul mensonge, à concueillir, c'est-à-dire à introduire. Vous avez vous comprenez l'auteur ici, qui ne se nomme pas, nomme en revanche au fond ses maîtres, et en particulier Richard de Fournival, qui va servir ici de garant. En effet, et quand la matière fut mise en roman, témoigna le bon chevalier, le chancelier tout à fait différent, qu'il avait vu la matière et lu en un livre qui fut ars brûlé. 30 ans après, le pur témoigner, le clair d'année. Donc ici, Richard de Fournival sert de garant de l'existence de ce livre et de la conformité de la traduction de ce livre latin en français. Et l'auteur anonyme nous dit que ce livre a brûlé, mais qu'il en reste désormais la traduction française, et que cette traduction française est authentique parce que Richard de Fournival l'atteste. Tout lecteur du Nom de la Rose d'Umberto Eco et d'autres ouvrages savent que ce genre de procédé est tout à fait habituel et typique de la fiction, caractéristique de la fiction. On ne sait jamais. Alors ce livre va nous raconter l'histoire d'Abladan. Or, entendez, s'il vous plaît, si vous pourrez entendre comment Amiens eut un nom, comment Amiens s'était appelé dans le passé. Vous vous souvenez que déjà dans la Biblionomia, on nous indiquait une sorte de chronologie de villes qui s'étaient succédées, au moins deux. Premièrement, elle eut un nom, Abladan, et fut une cité forte et de grande valeur. Et disaient les Abladanois que c'était la plus forte cité qui fut au monde. Et l'empereur de Rome disait, quand il y entra, parce qu'on va... Je ne vous raconterai pas l'histoire d'Abladan, mais ça rejoue un peu la conquête des Gaules avec Jules César. Et donc l'empereur de Rome, c'est César qui aurait conquis ici la ville d'Abladan. Et quand l'empereur de Rome disait, quand il y entra, qu'elle était plus forte que nul qu'il sût. Après, vous aurez comment l'empereur de Rome l'a détruit et par quelle cause. Et puis fut réédifié, et a donc, l'y fut mué ses noms. Son nom a été transformé, s'y fut appelé Somme Noble, Somonobria ou Samarobriva. Et n'osa-t-on mettre le nom de devant pour l'empereur des empereurs de Rome. Somme Noble ne fut de nulle valeur à le regard qu'Abladan la damnée avait été. À côté d'Abladan, Samarobriva, c'était rien du tout. Et la pauvre Abladan l'a damnée parce qu'évidemment elle a été détruite. Et puis fut Somme Noble détruite et eut un nom, Amiens. Et avait toujours que le bon livre, donc c'était toujours son nom, le jour où ce bon livre fut ars brûlé au feu, qui fut de Notre-Dame d'Amiens, dont il est devant parler. Voilà, et le récit va se poursuivre en nous racontant l'apothéose de la ville d'Abladan et sa destruction par l'empereur de Rome. Je vous passe, bien sûr, mais bon, ce texte a été édité, il n'existe pas de traduction en français moderne, malheureusement, mais bon, on raconte, vous voyez, les origines de la ville d'Abladan, d'Amiens. Je poursuis. Donc Richard de Fournival, je vous l'ai dit, a une carrière universitaire, une carrière ecclésiastique. Je vous ai aussi mentionné sa carrière, son activité médicale. Vous avez une image tirée d'un livre de recettes et d'une recette pour un cataplasme qui est attribuée donc à Richard de Fournival, ici en français. Vous l'avez ici sous la droite, vous voyez Fournival en haut. Vous l'avez en train d'éponger la tête d'un malade. Et puis sur la gauche, vous avez un traité d'alchimie qui lui est aussi attribué. De Arte Alchemica, sur lequel je ne dirai pas grand-chose à nouveau, mais vous voyez, au fond, je voulais un peu dessiner un portrait d'un personnage tout à fait extraordinaire. Astrologie, la bibliothèque, on y reviendra,
la cathédrale d'Amiens et les activités dans ce cadre, et puis un traité de la médecine et un traité d'alchimie. C'est un livre de recettes essentiellement pour obtenir une médecine universelle par la sublimation de l'arsenic. Ici vous avez un dessin, c'est tiré d'un manuscrit en latin, cette fois-ci le traité en latin, un manuscrit un peu plus tardif, l'écriture est plus tardive. Vous avez un sublimatorium, c'est écrit tout en haut avec une ouverture et avec le ignis, le feu qu'on fait brûler. Donc je n'en dis pas plus. Mais un traité d'alchimie qui est donc un livre de recettes, un livre pratique et qu'on peut penser lié aussi à une des grandes caractéristiques d'Amiens à cette époque-là, c'est-à-dire l'intérêt pour les mutations, les transformations, et notamment pour la teinture. C'est l'importance de la guède pour aussi bien la cathédrale que pour l'économie amiénoise et la richesse de cette ville et de cette région. Passons au versant français, littéraire de ce personnage, avec une œuvre lyrique, une vingtaine de chansons d'amour. Je vous ai mis ici le portrait de Richard de Fournival, tiré d'un manuscrit qui se trouve à Arras, le chansonnier d'Arras, en tête des chansons attribuées à Richard de Fournival. Et ce qu'on remarque ici, c'est une fois de plus, mais vous le verrez plutôt après, il est représenté comme un clerc. Il y a plusieurs façons de représenter les amoureux, les poètes, etc. Il y a le jongleur, il y a le chevalier, mais ce n'est pas le cas de Richard de Fournival, c'est sous la forme d'un clerc qui est ici représenté, alors même qu'il incarne l'auteur d'une poésie lyrique. À droite, c'est une image au début d'un traité sur l'amour, l'amitié, le vrai amour. Il lui est attribué à Richard de Fournival plusieurs traités sur l'amour, et à nouveau, vous le remarquez, il est dans cette position du maître, du clerc, avec sa calotte, qui est tout à fait emblématique. Ce ne sont pas des vrais portraits, ce sont des portraits symboliques, et la calotte, évidemment, les gestes des mains aussi, le vêtement sont caractéristiques ici de son identité. Et puis on arrive au Bestiaire d'amour, qui est une œuvre qui s'inscrit dans le prolongement de la tradition lyrique, adressée à une dame. Et là, à nouveau, sans commenter trop longuement cette image, vous pouvez en tout cas remarquer que la dame étant vraisemblablement sur la droite, dans la partie supérieure, la partie inférieure de cette enluminure, et Richard de Fournival, le narrateur, disons, sur la gauche, et ce qui est au cœur de cette relation, c'est le livre. Donc, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le Bestiaire d'amour, j'en dirai que quelques mots, mais ce qu'on peut retenir de lui, c'est que nous avons affaire à un livre, et que ce n'est plus le chant qui s'adresse à la dame, ce n'est plus le chant qui exprime le désir amoureux, mais c'est le livre, et que la relation à la dame est comme, disons, j'allais dire, empêchée ou permise grâce à une succession d'étapes, l'écriture, l'envoi, la transmission du livre, et peut-être aussi quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure, la mémoire. Ce Bestiaire d'amour est comparé à l'intérieur même du texte à un arrière-ban, c'est-à-dire une arrière-garde, puisqu'il est censé se situer au terme d'une tradition poétique. C'est l'arrière-garde, c'est le dernier envoi qu'on adresse à la dame. Et ce terme emprunte à l'image bien connue de la chevalerie amoureuse, de la militia amoris de la tradition ovidienne, où le chevalier va envoyer pas à la conquête de sa dame, mais ici le chevalier n'est qu'une image derrière laquelle se dissimule, peut-on dire, le clerc qui va tenter de conquérir sa dame, de la séduire, de la convaincre,
C'est non pas à travers des armes de chevalier, non pas comme Lancelot le fera avec Guenièvre, ou le faisait avec Guenièvre, mais à travers donc un livre. Ce livre, je vous en ai donné une simple illustration. C'est un bestiaire où l'amant se compare la relation amoureuse, tout ce qui relève de la relation amoureuse, à des figures animales. Ce n'est pas simplement un texte de séduction amoureuse, c'est aussi un traité sur l'amour. C'est aussi un retour réflexif, c'est un arrière-ban, c'est le dernier renvoi, c'est une sorte de bilan, de somme, de synthèse sur le discours amoureux, et l'amant donc réfléchit sur ce qu'est l'amour. Et il le fait en empruntant les valeurs symboliques habituelles attribuées aux animaux des bestiaires chrétiens. Je vous ai pris ici comme exemple celui de la licorne, c'est un exemple bien connu, que vous avez ici sur la gauche, non pas l'image supérieure, mais celle du milieu et celle du bas. Je ne sais pas si vous connaissez la caractéristique de la licorne. Hein, c'est un animal qui est censé être très difficile à capturer, à chasser et à capturer, et disent les traités à son propos, la seule manière d'y parvenir, c'est de mettre sur son chemin une vierge, une femme vierge. Et il se laisse en quelque sorte captiver, capturer par cette vierge, et en particulier par son odorat, par l'odeur de la vierge. Il tombe en quelque sorte en catalepsie, la tête et sa corne sur ses genoux. Et c'est ainsi que le chasseur, que vous voyez sur la droite, va pouvoir, avec sa lance, tuer la licorne. Hein, cette image, cette nature animale va être utilisée pour représenter l'incarnation et la crucifixion du Christ. Ici, elle sera utilisée pour représenter la relation amoureuse. Et cette image que je vous ai mise sur la droite, hein, tirée du même manuscrit, agrandie sur le folio qui se trouve en regard, traduit, c'est un des seuls manuscrits ou des seules images qui nous l'a traduit de cette façon-là, retraduit en quelque sorte la représentation animale sur un plan anthropomorphique, si vous voulez. Ce sont des animaux anthropomorphisés où c'est la dame, cette fois-ci, et l'amant licorne, la tête sur les genoux de cette vierge. Le dieu amour n'est pas représenté, mais on sait ce qu'il va arriver à ce pauvre amant. Je poursuis, je vois que l'heure tourne, j'essaie d'aller un peu plus vite. Je poursuis, pour arriver quand même à la bibliothèque, même si j'ai convoqué beaucoup de livres et que c'est déjà en soi une forme de bibliothèque, j'en arrive au début du bestiaire d'amour. Parce que le bestiaire d'amour, vous disais, met au cœur de son entreprise le livre. Il a un rapport médié par l'écrit. Ce texte commence par un prologue qui va nous expliquer, au fond, le rôle essentiel de la mémoire et le rôle que le livre peut avoir dans ce cadre-là. Ce bestiaire d'amour, donc, texte adressé soi-disant à une dame, commence par la phrase que vous connaissez peut-être, « Toute personne par nature désire savoir », c'est le début de la métaphysique d'Aristote. Et puis il poursuit en expliquant quelles sont les implications d'une telle affirmation. Mais comme personne ne peut tout savoir, bien que chaque chose en elle-même puisse être connue, il est nécessaire que chacun connaisse quelque chose de particulier et que ce que l'on ne connaît pas, un autre le connaisse, de sorte que même si aucun homme ne peut connaître de lui-même toute chose, alors là je me suis trompé, elle pourra être connue, quand j'ai tapé mon PowerPoint, elle pourra être connue par la réunion de tous les hommes. Cependant, tous les hommes ne vivent pas au même moment, les uns étant morts avant que les autres naissent. Pourtant, ceux qui ont vécu dans des temps reculés ont connu des choses particulières que personne aujourd'hui ne pourrait connaître si on ne pouvait les connaître par les anciens.
C'est pour cette raison que Dieu, qui aime tant l'homme qu'il veut le pourvoir de tout ce qui lui est nécessaire, lui a donné une faculté particulière de l'âme qui s'appelle la mémoire. Cette mémoire possède deux portes, la vue et l'ouïe. Vous avez une initiale du bestiaire d'amour sur la gauche. À chacune de ces deux portes conduit un chemin par où on peut y avoir accès. Ce sont l'image et la parole. L'image sert à l'œil et la parole à l'oreille. La manière dont il est possible de parvenir à la maison de mémoire par l'image et par la parole apparaît clairement dans le fait que la mémoire, qui est la gardienne des trésors que l'esprit humain conquiert par la perfection de son ingénium, je ne savais pas comment traduire ce terme, en ancien français il disait son engin, son génie, son intelligence, sa capacité d'imagination, bon c'est difficile, rend présent tout ce qui appartient au passé. Donc la mémoire, c'est en quelque sorte l'objectif, c'est ce que vise le bestiaire d'amour, faire mémoire de l'histoire du discours amoureux et de l'histoire d'un amant mort d'amour, comme on l'a vu, avec l'image de la licorne. Faire mémoire donne au livre à la fois parole et image, doublement, puisque les lettres ou la parole se voient avant d'être lues, il le précise par la suite dans son prologue, et que le bestiaire d'amour est aussi un livre d'images. Il est accompagné d'enluminures, elles sont prévues explicitement par la suite, et ces deux voies, ces deux chemins vont pouvoir assurer ainsi cette mémoire du discours amoureux que propose ici le bestiaire d'amour. Mais ce prologue vaut également, bien sûr, pour sa bibliothèque, et pour l'ensemble des livres que contient sa bibliothèque. Je reviens sur le prologue de la Biblionomia que je vous avais lu tout à l'heure. Il, donc toujours Richard de Fournival, désirait donc avec d'autant plus de vigueur, c'est-à-dire du fait de la conformité entre son signe ascendant et celui de sa ville, il désirait donc avec d'autant plus de vigueur voir le prestige de sa ville s'élever à la hauteur de son modèle, que sa configuration céleste lui était similaire. Au fond, la bibliothèque s'inscrit pour Richard de Fournival dans un projet, nous dirions citoyen aujourd'hui, civique, et c'est censé contribuer au prestige de la ville d'Amiens, assurer son rayonnement. Il eut donc l'intention d'y planter un petit jardin dans lequel les élèves de sa cité trouveraient des fruits de plusieurs sortes. La Biblionomia de Maître Richard de Fournival, là il se nomme, chancelier d'Amiens, est la clé de ce petit jardin, étant donné que sa bibliothèque est divisée en parterres planchéiés de plusieurs manières. Là non plus, je ne sais pas très bien comment traduire, mais imaginez au fond, l'image est celle d'un jardin de sable, avec des herbes médicinales qui sont découpées en planches, enfin en plate-bande et en planches. Et la bibliothèque fonctionne à peu près sur le même modèle. C'est un jardin. Il y aura beaucoup de choses à dire sur la bibliothèque jardin. Les fruits, les livres sont des fruits. Et on va retrouver cette métaphore encore un peu plus loin. Le jardin, c'est un lieu qui est à la fois celui de la nature et celui de la culture. C'est quelque chose qui implique la croissance. Il y a une évolution dans le jardin. C'est pas un jardin, le terme latin d'ailleurs est important, c'est Hortulus, c'est pas un jardin qui est simplement celui du printemps. C'est un jardin où il y a des fruits. C'est un jardin c'est pas que les fleurs. Et c'est important, parce que les fleurs c'est bien joli, c'est le cas de le dire, mais si vous voulez vous nourrir, il faut attendre, il faut que les fleurs se transforment en fruits. Bon, il y a toute une métaphorique à l'arrière-plan qui est déjà programmatique et qui fait du livre le lieu, disons, d'un nourrissement, pas nourrissement, en tout cas, bon, vous avez compris. Poursuivons, parce que je vois que le temps va trop vite.
avec l'organisation de ce jardin, de cette bibliothèque. Sur chaque planche, nous dit-il, c'est-à-dire sur chaque rayon, les planches, et vous avez en quelque sorte la représentation visuelle de ce jardin sur la droite, où vous voyez les planches qui sont représentées en quelque sorte par la ligne d'écriture en noir, et vous avez les livres qui sont représentés par leur cote, par des lettres de graphie et de couleurs différentes. Donc vous avez une sorte de représentation visuelle. Il y a chez Richard de Fournival un rôle tout à fait intéressant et important donné aussi à la vue et à l'image. Donc, sur chaque planche sont disposés les volumes, tantôt plus, tantôt moins, de sorte qu'en fonction de leur taille, on puisse en rajouter sur le côté. C'est une bibliothèque évolutive, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle est capable d'intégrer de nouveaux volumes ajoutés avec le temps. Leurs liens ayant été pris en compte, c'est-à-dire la nature des ouvrages concernés, des manuscrits concernés, les volumes du même type occupent un même lieu, tantôt isolément, tantôt par deux, le plus petit étant évidemment placé le plus souvent au-dessus du plus grand. Aussi bien les volumes que les planches forment une ligne droite, ils sont distingués par les lettres de l'alphabet, chacune étant répétée plusieurs fois avec diverses couleurs, il y en a 4 différentes, certaines d'entre elles étant même dessinées de plusieurs manières pour augmenter leur nombre. Il y a plusieurs graphies de lettres. Vous voyez peut-être ici encore que le choix que j'ai fait des lettres ne soit pas tout à fait favorable. Enfin, il y a entre le U et le V, peut-être vous pouvez voir la différence, même si aujourd'hui c'est une différence classique. Toutefois, la couleur dorée des lettres est spécialement réservée à la planche contenant l'écriture sainte, oublie le E, et la couleur argentée à la planche contenant les volumes des sciences lucratives. Je disais tout à l'heure, les sciences lucratives, ce sont le droit et la théologie. En effet, la bibliothèque de Richard Fournival est organisée sur le modèle de l'université en 4 compartiments. La faculté des arts, la philosophie, les 2 sciences lucratives, le droit et la médecine, et la théologie. Et bien entendu, les couleurs qui leur sont attribuées sont représentatives, la diversité pour la philosophie, c'est une pluralité de couleurs. Ici, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge et une sorte de violet. Et puis, vous avez pour les sciences lucratives, bien sûr, l'argent, et pour la théologie, l'or, tout à fait emblématique. Cette bibliothèque, ensuite, est décrite. Il y a à peu près 180 manuscrits qui sont décrits, près d'un millier de titres. Essentiellement, 2 compartiments, 2 sections sont retenues. La partie philosophique et la médecine. Et on voit que visiblement, pour le chirurgien, on n'a pas d'attestation précise qu'il a fait des études de médecine, mais Richard de Fournival a une bibliothèque tellement impressionnante pour ce qui relève de la médecine qui vont tout à fait considérer qu'il s'est en tout cas auto-formé et qu'à sa pratique de chirurgien, il avait aussi une connaissance théorique. Donc philosophie et médecine, c'est vraiment les deux. Droit et théologie, c'est pas vraiment décrit. Donc peut-être que ça l'intéressait un petit peu moins. Je poursuis, on arrive quand même bientôt à la fin, avec la description du premier parterre, c'est-à-dire la première section, celle des livres philosophiques, puisque je vous ai dit, il y a à peu près 180 manuscrits, c'est énorme. Près d'un millier de titres, il y a la totalité au fond des œuvres, c'est toujours en latin, ce n'est pas une bibliothèque en français, c'est une bibliothèque uniquement en latin, comme l'université, tout se fait en latin à cette époque-là. La littérature, c'est pour l'amour, mais pour le savoir, c'est le latin. On a l'essentiel de la littérature latine classique, que ce soit de l'ordre du savoir ou de ce qu'on appelle la littérature, de la poésie, et on a également tout ce qui a été traduit en latin, soit à partir du grec, soit à partir de l'arabe. Donc le premier parterre contient les livres de philosophie ordonnés selon l'enseignement naturel. Sur les planches supérieures sont rangés les livres de grammaire, de dialectique et de rhétorique. Sur les planches suivantes sont rangés les livres de mathématiques, c'est-à-dire géométrie, arithmétique, musique, astronomie. C'est l'ordre naturel ici, c'est sur les 7 arts libéraux qui sont divisés en
deux groupes, les 3 arts du langage et les 4 arts du chiffre, ou du nombre. Je ne sais pas si vous connaissez les arts libéraux, le trivium, le quadrivium. Ensuite, on poursuit. Les planches suivantes contiennent les livres de physique, c'est-à-dire sciences naturelles, de métaphysique et d'éthique. Et là, on a une autre classification du savoir qui est plutôt d'origine aristotélicienne et qui s'appuie évidemment sur la physique d'Aristote, la métaphysique d'Aristote et l'éthique d'Aristote, l'éthique latine. Et les textes d'Aristote qu'on peut leur associer et les commentaires arabes, traduits en latin. Tous les volumes utiles à la philosophie ne sont pas compris dans ces rayons. En effet, certains mêlent indistinctement toutes ces parties de la philosophie. Ensuite, donc on a un certain nombre de textes qui ne rentrent pas tout à fait dans les catégories précédentes. Platon, les œuvres d'Apulée, l'histoire naturelle de Pline, les œuvres de Boès, Alain de Lille. Je ne rentre pas dans le détail. D'autres, bien qu'ils semblent appartenir au même type de discours, sont placés après tous les autres à cause du caractère humble de leur matière. On pourrait être surpris, nous, aujourd'hui, par cet adjectif. Ce sont les œuvres poétiques. Ce qui précédait était essentiellement en prose, et on passe désormais aux œuvres écrites en vers. Ce sont les œuvres poétiques. Et vous savez que le vers, qu'on pouvait écrire des ouvrages qui n'étaient pas forcément que poétiques en vers à l'époque romaine, latine et médiévale. Certains volumes contiennent des œuvres philosophiques indéterminées, d'autres sont consacrés aux auteurs d'écrits historiographiques, d'épigrammes, de poésie amoureuse, d'élégies, d'invectives, de satire, de morale, d'apologue, de tragédie, de comédie, de santons, etc. Et vous avez sous ces différents titres un certain nombre d'œuvres attribuées à Virgile. Poésie amoureuse, ça sera Catulle et ça sera bien sûr Ovide. Vous aurez également dans les invectives juvénales, les satires Horace, les apologues, l'œuvre d'Ésope, les tragédies, vous aurez Sénèque, les comédies Terence. Bon, vous avez en quelque sorte l'œuvre de la culture latine qui se trouve en vers ici rassemblée. Et enfin, il existe des traités secrets dont la profondeur refuse d'être exposée aux yeux de tous. Nous ne les avons donc pas placés dans l'organisation précédente. Un lieu précis leur est néanmoins assigné, mais qui ne doit admettre personne, à l'exception de leur propriétaire. C'est pourquoi leur description n'appartient pas à ce livre. Cette section secrète du compartiment de philosophie, que connaît aussi très bien Umberto Eco, connaît la bibliothèque de Richard Fournival, son catalogue, ces traités secrets, on en a retrouvé un certain nombre de manuscrits. Ce sont essentiellement des traités d'astrologie. Peut-être pouvait-il y avoir de l'alchimie, mais on n'en a pas trouvé. Et ce sont essentiellement un peu de géomancie aussi, mais essentiellement c'est l'astrologie. Donc voilà son organisation pour ce qui relève de la partie philosophie correspondant à la faculté des arts. Donc ce sont les 7 arts libéraux, c'est Aristote, c'est la littérature classique, latine, et ça va jusqu'à peu près fin 12e avec Alain de Lille. Chaque compartiment est ensuite organisé. On commence, je ne vais pas m'étendre, on commence en général par l'œuvre fondatrice de la discipline. Ce sera par exemple pour la logique ou la dialectique, ça sera bien sûr les traités d'Aristote. Pour la rhétorique, ce ne sera pas Cicéron, mais ce sera l'institution oratoire de Quintilien. Pour la géométrie, ce sera les éléments d'Euclide, etc. Ensuite, donc, vous avez cette bibliothèque, et vous avez son catalogue, la biblionomia, la règle des livres, au sens, puisque c'est un nom que je n'ai pas commenté, mais on pourra y revenir si vous le voulez, qui est un nom d'origine grecque. Ça aussi, c'est intéressant, puisque on passe une période où le grec est tellement connu. Donc c'est la règle des livres, et donc ça implique une sorte d'organisation de clés, comme il le dit lui-même. Je lis d'abord la partie inférieure de ce passage. Les titres des livres contenus dans les différents volumes de chaque rangée sont fournis avec les lettres correspondantes, de sorte que lorsque l'œil chasseur d'un esprit désireux d'apprendre accédera à l'armoire de la bibliothèque,
il puisse trouver aussitôt ce qui s'applique à son jeûne, et que pas le moindre retard, ni la moindre errance ne puisse l'affecter, comme c'est le cas quand on est obligé d'attendre, ne serait-ce qu'un peu. C'est donc un instrument de recherche qui doit faciliter l'accès au savoir et aux livres. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, c'est pas du tout, aujourd'hui on a l'habitude des bibliothèques, d'avoir un système de cotation, mais ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Quand on allait dans une bibliothèque, en général, les livres ne sont pas rangés du tout, et le bibliothécaire est le seul à savoir où il se trouve. Il faut passer par lui pour pouvoir accéder à tel ou tel ouvrage. Ici, ça doit permettre au lecteur de se passer du bibliothécaire et d'accéder aux livres, au titre qu'il recherche. Par exemple, vous avez sur la gauche, sous un certain nombre de cotes, un certain nombre d'ouvrages de rhétorique. Sur la gauche, vous avez à droite les cotes, sous la forme d'une lettre D, avec plusieurs couleurs. Bon, il y a une petite erreur sur la première, donc je la laisserai de côté. Et vous avez les 4 autres qui suivent, c'est une erreur de forme. Et vous avez 4 ouvrages qui sont ici identifiés. Ce sont en fait les traités de rhétorique de Sénèque le Père. Ensuite, vous avez les catilinaires de Salluste. Vous avez un commentaire des topiques de Cicéron par Boès. Et vous avez un commentaire du Aderinium du pseudo-Cicéron par Victorinus. Vous avez donc la liste. Le texte vous permet de savoir quel est le livre. Vous avez la cote, et vous allez sur la partie de droite, et vous avez ici une sorte de représentation de la bibliothèque, avec tout en haut à droite les 4 lettres correspondantes. Bon, c'est rudimentaire par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de permettre pas simplement de savoir qu'il y a beaucoup de choses dans une bibliothèque où on ne sait pas comment trouver le livre, parce que c'était souvent rangé, et encore à l'époque de Richard Fournival, c'est aussi, l'armoire est une nouveauté. C'était souvent rangé dans les coffres. Alors, dans les coffres, pour essayer de ranger une bibliothèque dans un coffre, bon, vous avez du mal à trouver. Et dans chaque manuscrit, il y a bien sûr plusieurs textes, éventuellement, il peut y en avoir un, ou il peut y en avoir plusieurs. Donc l'idée, c'est de permettre, au fond, un accès rapide au savoir. C'est ça l'idée qui est derrière, à la fois donner tout le savoir possible et rendre accessible le savoir. Et ce savoir est représenté avec le thème du désir. Vous vous souvenez que du Bessière d'Abour commence avec la phrase d'Aristote, tout homme désire par nature savoir, ou tout genre désire par nature savoir. Il y a un désir de savoir, et ce désir de savoir se traduit ici par une métaphore de la chasse, l'œil chasseur, ici pour trouver la côte. Mais bien sûr, c'est aussi le désir, la faim de celui qui jeûne. Il manque un fruit pour le nourrir, et il a besoin au fond d'être nourri, il cherche le livre qui sera capable de le nourrir. Et ces fruits, je lis la phrase qui est en dessus, ces fruits de plusieurs sortes, grâce auxquels, après les avoir goûtés, ils, c'est-à-dire les élèves d'Amiens, ils éprouveraient le plus grand désir d'être introduits dans la chambre secrète de la philosophie. Dans le jardin des livres, il y a une chambre secrète. Cette chambre secrète, c'est la chambre secrète de philosophie. Qu'est-ce que c'est que cette chambre secrète de philosophie? C'est ce que chacun porte en soi. Ce qui fait que ce qu'on désire savoir vient en quelque sorte vous donner accès au secret du désir du savoir. Philosophie. La philosophie, c'est le désir de savoir. Il y a au cœur du désir de savoir un secret vers lequel chacun se dirige. Et c'est ça la finalité, on pourrait dire, ultime de la bibliothèque. Je vais m'arrêter. La bibliothèque de Richard de Fournival, impressionnante, près de 300 manuscrits, c'est en tout cas ce qu'on peut penser, n'est pas restée à Amiens, malheureusement, peut-être. Elle a été léguée à Gérard d'Abbeville, autre grande famille amiénoise ou d'origine d'Abbeville, mais Gérard d'Abbeville était aussi chanoine de la cathédrale d'Amiens, qui, à sa mort, l'a léguée au collège de Sorbonne, fondé par Robert de Sorbon, né la même année que Richard de Fournival,
Et son collège, qui n'était pas l'université de la Sorbonne d'aujourd'hui, est un collège indépendant, destiné essentiellement à soutenir des étudiants en théologie qui n'avaient pas assez d'argent pour suivre leurs études. C'est une sorte de bourse qu'on accorde à ceux qui sont les membres de ce collège. Donc c'est ce collège de Sorbonne qui a accueilli la bibliothèque de Richard de Fournival. Elle a accueilli ensuite de nombreuses autres bibliothèques pour devenir la bibliothèque universitaire parisienne, alors même qu'elle n'était pas la bibliothèque de l'université de Paris. Et ces manuscrits sont parvenus aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, à la BNF, où on en trouve environ une cinquantaine. Donc il reste encore une grande partie de cette bibliothèque à laquelle on peut avoir accès. On peut donc regretter peut-être que cette entreprise destinée à assurer le prestige de la ville d'Amiens se retrouve à Paris et que comme à Vladan, la ville la plus prestigieuse du monde, est désormais remplacée par une autre. De même, Amiens est désormais remplacé, sinon par Rome, peut-être par Paris, en tout cas sur le territoire français. Voilà, je vous remercie pour votre patience et votre attention. Y a-t-il des questions? Première question, vous avez dit qu'il restait 60 ouvrages, ils sont disparus, et les élèves. On ne sait pas d'où sont partis. On ne sait pas. Alors, il y a un catalogue de la bibliothèque, il y a plus d'un catalogue d'ailleurs, de la bibliothèque du Collège de Sorbonne. Et c'est ce catalogue du début du XIVe siècle, fin XIIIe, début XIVe, qu'importe. Et c'est ce catalogue qui, par la description identique des manuscrits, nous a permis de savoir qu'il s'agissait en fait des mêmes manuscrits. Et donc il y a un certain nombre de manuscrits qui sont répertoriés par la bibliothèque du Collège de Sorbonne qui n'existent plus. Et donc ils ont dû disparaître, ont-ils été empruntés, pas rendus. Ça fait partie des aléas des bibliothèques que les livres ne soient pas toujours rendus, parce que la bibliothèque du Collège de Sorbonne est aussi une bibliothèque qui prête. À cette époque-là, il y avait les livres enchaînés qu'on ne prête pas et ceux qu'on prête. Donc pour les autres, on ne sait pas où ils sont passés. Une chose qu'on sait, c'est que Gérard d'Abbeville exclut de son legs au Collège de Sorbonne les manuscrits de médecine. C'est très dommage. Aucun d'entre eux ne nous est parvenu, peut-être un, non, on n'en est pas sûr. Aucun d'entre eux nous est parvenu. Probablement, ils ont été vendus. C'est ce qu'ils demandent, de les vendre pour pouvoir assurer le financement d'autres nécessités du Collège de Sorbonne. Encore une remarque et une question. Oui. Petite remarque, une partie de la BNF qui doit venir à Amiens, il y a déjà les éditions dans les ouvrages. Pardon? Il y a une partie de la BNF. Ah oui. Ah, peut-être vous pourriez faire une demande particulière pour que ces manuscrits puissent s'y retrouver. C'est pas vraiment la même période, c'est des périodiques. Oui, j'ai bien compris. Une dernière question, vous avez parlé de Arnaud Lapierre ou de Lapierre. Arnaud de Lapierre, oui, le demi-frère de Richard de Fournival. Le demi-frère. Oui. Est-ce que c'était sa mère ou sa femme qui s'appelait Élisabeth de Lapierre. C'est la mère. Oui, ils ont la même mère. Il est plus âgé que Richard de Fournival, vraisemblablement Élisabeth de Lapierre. C'est intéressant, elle ne prend pas le nom de son second mari, elle garde son premier nom. Et son fils est Arnaud de Lapierre. Est-ce qu'on a des informations sur les reliures de ces manuscrits? Alors, oui, c'est une question intéressante. À l'époque de Richard Fournival, non. Il n'y a pas de reliure. D'ailleurs, la façon dont j'ai regardé un peu le détail, ça évolue. Ça évolue, d'abord, en fait, ce sont les cahiers. Et ils sont éventuellement simplement mis dans une chemise.
Et donc il y a les cahiers, et ça permet de les faire évoluer, de rajouter un texte à l'intérieur. Et c'est le cas de certains des manuscrits. Et puis, ils vont être reliés plus tard, et parfois certains manuscrits de Richard de Fournival ont été reliés soit avec d'autres manuscrits, soit ensemble, hein, et les reliures sont toutes plus tardives. On reliait aussi à cette époque-là, mais vraisemblablement, une bibliothèque comme celle-ci n'est pas encore destinée à être figée par la reliure. Oui, quand Richard de Fournival décrit sa bibliothèque et la construit, il structure beaucoup, il explique. Est-ce que c'est classique à l'époque ou est-ce que c'est innovant de dire tiens, on va la structurer comme ça? Moi, je le vois comme une offre. Et en face de l'offre, je le vois le désir de savoir, les fruits, l'envie qu'il va susciter, et quelque part, il appelle un peu à l'autonomie des gens. Allez-y. Oui. Est-ce que là, c'est innovant ou classique? Non, c'est tout à fait novateur. Hein. J'aurais pu y insister, mais vous avez raison de le souligner, c'est tout à fait nouveau. On connaît d'autres catalogues de bibliothèques pour des monastères, pour l'université, même pour le chapitre d'Amiens. Il y a un ordre habituel qui est souvent celui on commence par la théologie. L'ordre que choisit Richard Fournival ne rejette pas la théologie, c'est un ordre plutôt propédeutique. On commence par la grammaire et après, voilà, on commence par l'œuvre de référence dans une discipline, puis on suit un ordre qui est souvent un ordre historique, puis on passe aussi d'œuvres plus théoriques au début et des œuvres plus pratiques. Donc il y a vraiment une organisation du savoir qui est pensée. Pour le chapitre d'Amiens, c'est un ordre, d'abord il y a beaucoup, surtout des œuvres des pères de l'Église, et puis l'ordre est toujours assez classique, on commence par Augustin, Jérôme, Ambroise, et on a quelques textes classiques qui viennent s'ajouter. Si on regarde Corbie, c'est un peu la même chose, où il y avait une grande bibliothèque, on a encore les catalogues, et il n'y a pas une organisation du savoir comme ici. Ça, c'est quelque chose. Après, dans le collège de Sorbonne, ils vont réutiliser l'organisation du savoir qu'offre Richard de Fournival, mais pas de façon aussi détaillée. Ça sera plutôt en deçà. Ça restera. Il y a des catégories, mais elles sont un peu plus floues. Alors qu'on voit très bien qu'il y a chez Richard de Fournival, c'est presque un cursus scolaire. Si vous voulez étudier je sais pas, la géométrie, vous commencez par les éléments d'Euclide, vous suivez ensuite avec un traité d'Archimède sur je sais pas, le machin du triangle, et puis vous continuez comme ça jusqu'à arriver à des traités contemporains. Oui. Donc, et ça, on n'a pas du tout ailleurs. Est-ce qu'on sait comment il s'est procuré tous ces manuscrits? Alors on peut essayer de le deviner à travers l'examen des manuscrits lui-même. Ouais. Certains sont plus anciens, donc il les a achetés. Probablement quelques-uns ont pu lui être légués par son père. Il y a en tout cas un manuscrit d'astrologie qui vraisemblablement provient de son père, parce qu'il a été confectionné à peu près à l'époque où il était vivant. Puis il y a des traces qui permettent de le dire. Mais pour l'essentiel, c'est lui qui les a fait fabriquer. Il avait beaucoup d'argent. Je vais parler de sa maison. Là, dans le Bit, il avait aussi une propriété à Longo. C'est quelqu'un qui, visiblement, il était donc chanoine, aussi à Rouen d'ailleurs, il était chanoine d'Amiens et de Rouen, il avait des prébendes, c'était un de ses prébendes qui permettait de l'argent, et il s'est fait fabriquer. Parce qu'ils sont tous à peu près entre les années 1240, et vraisemblablement à partir du moment où il est arrivé à Amiens comme chancelier. Au fond, c'est entre 1240 et sa mort. L'essentiel des manuscrits ont été fabriqués à cette époque-là. Il y a des mains qu'on a pu retrouver, qu'on a pu identifier, on a pu, de même que les enjolivures des lettrines permettent de dire qu'il y a eu,
il a fabriqué sa bibliothèque. Il était donc d'autant plus libre d'organiser ses manuscrits comme il l'entendait. Et pas simplement reprendre des anthologies où c'est un peu brouillon, il y a un peu de tout. Il y a quelques... Des ateliers locaux? Soit locaux, soit parisiens. Oui, d'après les études qui ont été faites à ce sujet, mais il y avait des Picards et des Amiénois à Paris, hein, c'était pas si loin. Il y avait la nation picarde dans l'université parisienne, qui était très importante, à laquelle il n'a certainement pas participé. Son frère était à Paris aussi, il a fait des études de théologie, hein, donc celui qui est devenu, lui, c'est plus attesté pour la théologie. Donc, bon, et il y avait des Amiénois dont on a retrouvé des traces, des ateliers d'origine amiénoise à Paris. Donc c'est possible qu'il avait gardé des liens ou qu'il a établi des liens à Paris, mais c'est possible aussi qu'il a utilisé des... Mais ça, c'est difficile de savoir. Ouais. Peut-être Corbie aussi, mais il a pu utiliser Corbie pour copier des manuscrits. Parce qu'il lui fallait trouver les textes avant. Donc pour trouver des textes, il y a Corbie, il y a Paris, il y a le Sud. On peut penser qu'il a plutôt bénéficié de toute l'entreprise de copie des manuscrits qui accompagnait la naissance de l'université. Et donc puisque quand on étudiant à cette époque-là, il fallait se procurer quand même quelques manuscrits, pas beaucoup, parce que c'est très 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 cher, mais quelques-uns. Et il y avait ce système de la Pessia, des exemplaria, des sortes de modèles de textes, et qu'on recopie à plusieurs exemplaires pour permettre à des ouvrages propédeutiques classiques d'être dans la main de la plupart. Autre question? Non. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que vous avez donné une idée à Florence qui dès demain va réorganiser la bibliothèque historique. Tu commences demain matin.